les organisateurs de Cortex Santé qui ont insisté, enfin, ils ont vraiment insisté parce qu'ils ont fait des tours et des tours pour arracher mon oui, et je crois que Dieu est avec eux parce qu'ils ont bien pris. Vous avez jugé combien de jours? Le jeu a fonctionné parce que j'ai dit oui et je suis là. Je suis en retard, excusez-moi, parce que j'avais une autre activité avec le Premier ministre qui a rencontré les femmes dans un espace Agora, ici au Portman, et j'ai quitté, je dois quand même aller respecter ma parole parce que c'est un signe de respect. Et comme je suis une personne respectueuse, je dois absolument respecter ce que j'ai dit. Alors, l'organisation m'a demandé de parler de la loi congolaise sur l'avortement et le protocole de n'importe où. Je voudrais déjà avertir la salle que je suis juriste, je suis professeur en droit international public et relations internationales à la faculté de droit de l'université de Kinshasa, mais une juriste qui n'est pas positiviste, c'est-à-dire une juriste qui ne sacralise pas les lois et les normes. C'est une juriste qui est évolutive, qui adepte de plusieurs approches scientifiques. Et l'approche scientifique que j'ai choisie pour vous expliquer cet antagonisme entre la Convention de Maputo et la loi sur l'avortement, vous verrez comment est-ce que, par un raisonnement, un cheminement scientifique, vous verrez finalement qu'être un anthropologue du droit permet en Afrique, en RDC, de mieux percevoir les difficultés d'applicabilité des normes des conventions internationales sur le terrain. Et vous verrez que tous les droits de l'homme, toutes les dispositions relatives aux droits de l'homme, concoctées dans un espace qui n'est pas le nôtre, donc à l'extérieur par les conventions internationales, auront du mal à s'appliquer sur le terrain, simplement parce que nous n'avons pas de compte de contexte socio-culturel avant d'éditer ces conventions-là. Donc, je voulais juste préciser ça, comme ça sera plus facile pour vous quand je vais donc l'évacuer à faire. Alors, la loi congolaise sur l'avortement et le protocole de Maputo s'attire et se repousse. Ils se repoussent et ils s'attirent en même temps. En effet, ils s'attirent parce qu'ils traitent tous les deux de la situation des femmes par rapport à l'environnement juridique de l'avortement. On est d'accord. Donc, ça s'attire. Tous les deux parlent de ce qui est prévu juridiquement par la loi sur l'avortement. Mais ils se repoussent. Ils se repoussent par rapport à la perception de l'avortement dans l'environnement socio-culturel. En réalité, l'État congolais se trouve dans une position délicate. C'est bon. D'une part, il doit respecter ses engagements internationaux parce que nous avons ratifié le protocole de Maputo en 2008, et d'autre part, il doit tenir compte des normes locales, sociales et culturelles. Antagonisme et amour et désamour. Pour mieux clarifier mon constat et faciliter votre compréhension, je vous propose une petite balade dans le monde merveilleux, comme je le dis bien, de l'approche scientifique appelée anthropologie juridique des droits de l'homme. Cette anthropologie juridique tente d'aborder les phénomènes juridiques avec une approche sociale, culturelle et symbolique. Et j'apprends qu'il y a même une anthropologie de la santé ici, anthropologie médicale. Il s'agit en réalité de prendre en considération toutes les réalités socio-culturelles d'une communauté avant d'édicter une norme juridique afin d'aboutir à une meilleure juridicisation. C'est-à-dire, la loi n'a du sens que si elle est appliquée. On est d'accord avec ça. La loi n'a du sens que si elle est appliquée par la société et surtout si la dite société se reconnaît dans les dispositions de cette loi. Autrement dit, si le protocole de Maputo qui a été concocté
à l'international ne tient pas compte des réalités socio-culturelles des États qui l'ont signé, il risque d'être considéré comme inadapté au contexte de groupe social et encore culturel. L'anthropologie juridique, qui est mon approche de réflexion, spécifiquement africaine, parce que ce que je vous ai dit, c'était l'anthropologie juridique générale, mais une anthropologie juridique spécialement africaine. Qu'est-ce que c'est? Cette anthropologie juridique spécialement africaine s'organise en deux dimensions, dans lesquelles chaque individu se situe entre le visible et l'invisible. On est tous visible et invisible. La dimension de l'invisible est le monde des ancêtres. On est d'accord? Vous allez comprendre pourquoi je dis tout ça. La dimension de l'invisible est dans le monde des ancêtres qui continue à vivre invisiblement en formant une véritable société avec les vivants. Pour preuve que nous sommes dans le monde invisible. Pour preuve. L'enfant est considéré comme une richesse. D'accord? Que l'enfant, dans notre famille africaine, c'est une richesse. C'est un plus. C'est pour ça que vous trouverez plusieurs femmes, plusieurs familles. Je le sais parce que j'ai fait ma thèse de doctorat sur le droit à la santé et à la reproduction dans une analyse d'anthropologie justement. Quand vous posez la question à une dame, vous dites maman, comment vous considérez les enfants? Ah, les enfants c'est ma richesse, les enfants c'est mon avenir. Mais vous avez déjà 14 enfants. Ah, même la 15e, c'est pas grave, qu'à Déné Zabaroma. Pourquoi elle dit Déné Zabaroma? Parce que dans sa réalité sociale et culturelle, les enfants sont une richesse. Donc, si le postulat est que l'enfant est considéré comme une richesse, il est donc inconcevable de le tuer, au risque de s'appauvrir. Par exemple, le fœtus qui est dans mon ventre, qui va grandir dans mon ventre, et que j'apprends que c'est une fille. Vous imaginez, plus tard, quand elle va grandir et toute belle, la dot que j'aurai de cette fille, la grosse dot que je peux avoir, l'hélicoptère, parce que ça ne quand même pas le hélicoptère. Hélicoptère, fusée, etc. Donc, comment voulez-vous, dans une perspective d'avenir, tuer un enfant? C'est pas possible. Et ça, c'est pas la loi qui commande, c'est ma perception. Ma perception anthropologique, juridique, de l'avortement. Donc je ne peux pas avorter, ce n'est pas possible. C'est impossible. Et surtout que je vais heurter le monde invisible. Je vais heurter les ancêtres. Je ne peux pas le faire. Alors, je vais vous tuer de l'appauvrir. Donc, dans cette balade dans l'univers de l'anthropologie juridique, ça nous permet de rencontrer les résistances socioculturelles par rapport à la législation sur l'avortement. Autrement dit, je vous invite à réaliser comment on peut faire une analyse anthropologique juridique par rapport au protocole de Maputo et à la loi congolaise. J'aimerais que vous mettiez dans un mode d'antagonisme. Je suis en train de faire un antagonisme entre les deux textes juridiques. Oui, une analyse anthropologique juridique est pertinente pour comprendre les dynamiques entre le protocole de Maputo et la loi congolaise sur l'avortement. Il faut noter que cette anthropologie juridique, qui est cette approche scientifique pour mieux comprendre la difficulté d'application du protocole de Maputo, explore comment les normes juridiques s'inscrivent dans les pratiques culturelles, des valeurs sociales et des croyances de société. En se penchant sur les textes relatifs à l'avortement en RDC, on peut observer les tensions entre les normes internationales, le protocole de Maputo, et les valeurs culturelles. Et je vous donne quelques exemples, quelques axes pour justifier les propos. 1. Les tensions entre les normes internationales et les valeurs locales. Vous savez que notre loi pénale interdit l'avortement, c'est vrai. Elle interdit l'avortement. Mais on va vous dire plus loin que puisque, je le dirai plus tard, puisque nous avons quand même ratifié le protocole de Maputo et qu'on doit respecter nos engagements internationaux, on doit faire la réforme du code pénal. La réforme du code pénal doit se faire, mais comme il y a des préalables à cette réforme-là, et que ça peut prendre du temps, et bien, il y a eu une circulaire du président du Conseil supérieur de la magistrature qui a
qu'on puisse, en attendant la réforme, voir dans quelle mesure on peut avorter. Je vais vous expliquer ça plus tard. Donc, vous êtes toujours avec moi que je suis dans cette antagonisme. Les tensions qui existent entre les normes internationales et les valeurs locales. Protocole de Maputo. Tout le monde sait que ce texte vise à harmoniser les droits reproductifs des femmes en Afrique, en favorisant un accès à l'avortement dans certaines circonstances. Il répond sur des valeurs humaines, universelles, le droit à notre corps nous-mêmes, les femmes, on doit savoir quand est-ce qu'on ne veut pas d'enfants ou on veut d'enfants, quand on peut les jeter ou pas, c'est notre droit. Mais la loi congolaise, elle a intégré certaines dispositions du protocole de Maputo, mais reste profondément influencée par la tradition et les normes culturelles qui perçoivent l'avortement comme un acte moralement inacceptable. Donc, dichotomie. D'un côté, la loi de Maputo dit que c'est ton corps, tu es violé, comme ça tu dois l'enlever, mais la loi africaine, dans notre perception, non, on ne peut pas le faire. Dichotomie. Mais pourtant, on a quand même ratifié, on fait pas. Deuxième tension, deuxième axe, l'influence des croyances religieuses et morales, et de la morale sociale. Ici, chez nous, on est tous d'accord que la religion joue un rôle crucial et central parfois dans la vie sociale et juridique. Et les églises catholiques et protestantes, très influentes, considèrent l'avortement comme une atteinte à la vie. L'acceptation du protocole de Maputo dans le système juridique congolais se heurte donc à la réticence des acteurs religieux qui influencent largement les opinions publiques et les législateurs. Un autre antagonisme. Il y a aussi la pression sociale. Comment les pressions sociales et la stigmatisation liée à l'avortement affectent les pratiques légales. Les femmes qui envisagent un avortement, même lorsque la loi leur en donnerait théoriquement le droit, peuvent hésiter ou être découragées en raison de la pression sociale, de la crainte du jugement et des sanctions informelles, voire spirituelles. Parce que nous sommes d'accord. N'oubliez pas le mode invisible dont je vous ai parlé, qui est très important. Cela montre que la loi ne suffit pas pour garantir l'accès au droit. Elle doit être finalement acceptée socialement. Troisième tension, la perception du corps de la femme et la notion du bien commun. La vision traditionnelle du corps de la femme, ici chez nous, c'est une conception traditionnelle bien sûr, mais conceptions traditionnelles et religieuses tendent à percevoir le corps de la femme comme un bien social. Un bien social. Ne soyez pas scandalisés par ça, je vais expliquer, comme un bien social qui appartient à la communauté et dont l'autonomie est limitée par des normes collectives. Donc quand vous avez votre bébé là, et bien votre bébé ne vous appartient pas, elle appartient à la communauté. Donc avant de penser à l'enlever, tu dois d'abord penser aux conséquences de cet acte-là sur la communauté. Pourtant, il y a une loi que vous avez ratifiée qui vous donne le droit d'enlever ces enfants. L'avortement est souvent vu comme une menace pour la structure familiale et communautaire car il implique une décision autonome de la femme sur son propre corps. Ce qui défie les valeurs traditionnelles de solidarité. À la limite, je n'ai pas le droit d'avorter tout seul. Je dois tenir compte de la société. Parce que nous sommes dans une situation de solidarité et aussi, on ne veut pas, une espèce d'autorité masculine. À moins de faire la cachette, je crois que le mari, ou enfin la personne qui fait ça dans notre communauté, a quand même un certain, comme un petit droit de regard. C'est ce qu'on appelle un peu cette masculinité toxique qui veut qu'un homme puisse décider lui-même du corps de la femme ou de comment est-ce que ça se passe dans le ménage par rapport à la femme. C'est ça qui va parler plus tard. Vous avez entendu plus tard le masculinité positive, c'est en contradiction avec, pour s'opposer à la masculinité toxique. Ça, c'est la vision traditionnelle du corps féminin. Le protocole de Maputo, qu'est-ce qu'il en pense?
Ce protocole défend une vision des droits reproductifs centrée sur l'autonomie individuelle. La loi congolaise, l'environnement socio-culturel congolais, c'est une protection, on va dire, communautaire, solidaire, collective, et Maputo, elle est individuelle. Mon corps, c'est mon corps, je fais ce que je veux. Mais cette approche est en tension avec la vision communautaire congolaise où la santé reproductive est souvent envisagée comme une responsabilité collective et non individuelle. Je l'ai dit. L'anthropologie juridique permet ainsi de comprendre pourquoi le droit à l'avortement peine à être intégré. Il remet en question les représentations socio-culturelles fortement ancrées du rôle de la femme. J'ai presque fini. Autre axe de dichotomie, les pratiques juridiques informelles et la résistance à la loi. L'application limitée à la loi. Chez nous, même si le protocole de Maputo est intégré dans le cadre juridique, l'avortement reste difficile d'accès en raison des résistances locales. Je l'ai déjà dit. Parfois, les praticiens de santé, je sais parce que quand je faisais ma thèse, je suis descendue sur le terrain et j'ai posé des questions. Les praticiens de la santé, par exemple, peuvent refuser de pratiquer un avortement malgré les dispositions légales, par crainte de représailles sociales ou en raison de leur propre conviction morale et parfois spirituelle. Les pratiques informelles et recours aux avortements clandestins quant à eux, ici on dit que la pression sociale et le manque d'accès aux services sûrs et légaux poussent certaines femmes à recourir à des avortements clandestins. Cela montre une résistance des pratiques sociales face à la norme officielle. Cinquième axe, le rôle de l'État et le pluralisme juridique. On est tous d'accord jusqu'ici, j'espère que vous suivez, nous sommes dans les antagonismes. Pour vous expliquer comment c'est difficile d'appliquer le protocole de Maputo dans un champ socio-culturel différent de celui dans lequel il a été concocté. Le rôle de l'État et le pluralisme juridique. Ne vous en faites pas. Le pluralisme juridique signifie l'existence simultanée de la loi congolaise et des normes du protocole de Maputo en RDC. Ça, c'est un exemple de pluralisme juridique. D'un côté, le droit occidental, le protocole de Maputo, la justice occidentale extérieure, internationale, et interne, la loi sur l'avortement. Ceci est un exemple parfait où les lois nationales et internationales coexistent, mais sont en tension. Elles sont bien là, mais elles sont en tension. La fonction alors devient symbolique. La fonction de la loi devient symbolique. En adoptant le protocole de Maputo, la RDC a peut-être cherché à envoyer un message de modernité et de respect des droits humains. Ah oui, ça fait beau, ça fait joli, il y a des règles en Convention internationale. C'est bien, on l'a signé en 2003, et voilà qu'on l'a ratifié en 2008. C'est génial, c'est beau. On envoie un message que nous sommes dans l'air du temps, même si, en pratique, il ne parvient pas à appliquer cette norme. Alors, on devient hypocrite ou pas? L'anthropologie juridique suggère que les lois peuvent avoir un rôle symbolique, comme le protocole de Maputo, en tout cas pour l'avortement, plus que réellement opératoire. Donc elle est symbolique, mais sûrement pas opératoire, à cause de toutes les raisons que je vous ai données dans la réflexion. Dans des contextes où elles ne sont pas acceptées culturellement. En conclusion, parce que m'arrive de conclure aussi, sinon on va dormir. Pour conclure, j'aimerais vous rassurer que je ne suis ni anthropologue, ni sociologue. Non, je suis une juriste formée à l'école de l'édition des normes, donc dans le positivisme, mais qui, au fur et à mesure des recherches scientifiques, de l'observation de terrain, parce qu'il faut observer pour qu'on puisse avoir un droit, observation de terrain, a jugé que pour comprendre les dichotomies, les antagonismes, les tensions qui existent entre l'environnement socio-culturel
et l'environnement juridique international, notamment parce que c'est le cas de l'avortement, seule, à mon avis, la démarche anthropologique, juridique est mieux adaptée pour cerner le problème des résistances socio-culturelles par rapport aux conventions internationales. Et ici, je m'arrête une minute juste pour vous dire que j'ai eu à vérifier ce que je dis lorsque, au Palais de la Nation, dans mon bureau, je reçois une délégation du corps diplomatique dirigée par l'ambassadeur du Canada. C'était l'année passée. L'ambassadeur du Canada, accompagné de tous les Occidentaux que vous connaissez, vient me demander une audience. J'accepte dans la salle de réunion. C'était pour fustiger contre la non-application du protocole de Maputo. Tu étais là, nous, les Occidentaux qui viennent sur leur grand chevaux, voilà, on a le protocole de Maputo, vous avez signé. Mais pourquoi est-ce que vous ne respectez pas? On ne peut pas faire naviguer. Ça a été fait, ce protocole de Maputo, au Chinois. Est-ce que quelqu'un est censé sur terrain pour voir comment est-ce que la mentalité la fonctionne? Quelqu'un est censé sur terrain? Non. Donc, au nom de quoi vous allez décider que mon corps a m'appartient? Alors qu'on me dit chez moi, dans la société, que mon corps, en tant que femme, appartient à la communauté. Je fais comment? Je suis dans ce qu'on appelle l'entre-deux. Tantôt, plutôt, tantôt. Je fais quoi? Nous sommes dans l'entre-deux. Alors j'ai expliqué à monsieur l'ambassadeur canadien, avec sa suite, il était à tout son frère, à la bondir, et c'est scandaleux. Vous avez signé les conventions internationales qui sont des engagements de votre propre constitution, dit que les lois, les conventions sont supérieures aux lois internes, à condition qu'elles soient respectueuses, etc. Donc vous avez violé la convention. Je dis, ouais, tu m'intéresse pas. C'est bon, attends, tout de suite, l'autorité des salles. Ils sont sortis de là convaincus par la pertinence de l'exercice. Vous ne pouvez pas une force, même si on a signé et ratifié. Je vous ai dit que la ratification semble être symbolique et sûrement pas obligatoire à cause de l'existence dont j'ai parlé. Ce n'est pas seulement une question légale, mais un enjeu de croyance, de morale, de contrôle social et de résistance locale. Les études anthropologiques de droit montrent qu'une réforme légale n'atteint son effet que si elle est soutenue par un changement social et culturel. Cela souligne la nécessité de combiner, et c'est ça l'objectif de l'anthropologie, de combiner la loi avec des stratégies d'éducation, de sensibilisation, pour que le protocole de Maputo puisse réellement protéger les droits en RDC, les droits des femmes en RDC. Donc faites cette symbiose. Sous l'angle du droit positif, et ça je crois qu'on a déjà parlé, je ne vais pas vous fatiguer avec ça, il est inutile de rappeler que l'avortement est réprimé par le code pénal congolais. Mais néanmoins, du fait de son adhésion au protocole de Maputo, je l'ai dit tantôt, des exceptions à l'interdiction de la pratique de l'avortement, contenues dans l'article 14 du protocole de Maputo justement, ne trouvaient pas de sous-bassement légal, mais plutôt doctrinal et jurisprudentiel en RDC. En vertu donc de la loi, de l'article unique, je vous épargne les numéros, dont je rejoins en 2006, autorisant l'adhésion de la RDC au protocole de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, relatif aux droits de la femme, le président de la République, le président du Conseil supérieur juridique de la Charte, avait décidé, par voie d'une circulaire, mais comment c'est difficile, par voie d'une circulaire, qu'en attendant la révision des dispositions pertinentes au code pénal congolais sur l'avortement, il fallait donc l'article 14 du protocole de Maputo pouvait donc être en application. Voilà encore une petite dichotomie. Donc en attendant qu'on change la loi pénale, mais comme on a quand même signé, bon, on va quand même pratiquer. Les ça qui sont zoom. Maintenant, oh mon Dieu, c'est quoi le zoom? Ok. Tout ça, on comprend. Tantôt, voilà, on
Alors, autrement dit, la circulaire appelle en quelque sorte l'application de la disposition de l'article 14 du protocole de Maputo en attendant la révision du pouvoir par le pouvoir législatif. Et encore, c'est le pouvoir législatif qui révise, qui doit faire la révision. Mais on peut quand même faire une petite partie bémol en tant qu'actuelle mise à jour législative, la loi du 13 décembre 2018 fixant les principes fondamentaux relatifs à l'organisation de la santé publique réitère, et là on fait un bémol, que l'interruption volontaire de la grossesse est interdite et qu'elle ne constitue pas une méthode de planification familiale. Néanmoins, elle autorise deux types d'avortements. Je pense qu'on a déjà parlé ici. L'avortement thérapeutique, qui vise à protéger la vie de la mère, et l'avortement eugénique, qui est pratiqué en cas de malformation congénitale du fœtus qui sont incompatibles avec la vie. En tant qu'Africains, nous nous rendons compte que nous vivons en réalité dans ce qu'on appelle l'entre-deux, face aux conventions internationales sur les droits de l'homme, justement. Nous vivons dans l'entre-deux. Tantôt, on doit respecter nos réalités culturelles, locales et sociales. Tantôt, on doit respecter les conventions internationales que nous avons nous-mêmes signées et ratifiées. En cela, serions-nous des personnes hybrides qui vivent dans le tantôt et plutôt, ou le plutôt, ou tantôt? Mesdames et messieurs, je vous laisse donc avec cette petite question et des pratiques. Je vous remercie. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut encore applaudir pour très importante parce qu'on ignorait beaucoup de choses. Vous nous avez éclairé beaucoup de choses là. Et moi j'aimerais savoir, à la cité, un garçon qui donne la grossesse à une petite fille, je peux dire même une grande fille de 20 ans ou plus, alors là, forcée d'avorter, la fille est restée dynamique, ne voulait pas avorter, et puis elle a poussé quand même d'avorter. Quand la fille a avorté, on arrête la fille, on laisse les garçons en circulation, soit disant que l'infraction est individuelle, et puis le garçon ne la fait pas ligoter pour aller avorter au fait. Ne la fait pas séquestrer au fait. Alors, comme la fille était porteuse de la grossesse, elle doit assumer sa responsabilité. Et qu'elle prévoit la loi par rapport au genre de choses face au garçon surtout, qui a donné la grossesse. Merci beaucoup. Véronique, étudiante à l'ISTEM Kinshasa, en master. En même temps, je suis animatrice communautaire à la zone de santé de Mongafoula 2. Je vais parler pas dans la casquette sage-femme, je crois que je vais parler plutôt dans ma casquette animatrice communautaire. Alors, par rapport à l'avortement, je suis en train de dire où nous savons ce que nous voulons, où nous ne savons pas ce que nous voulons. Parce que là, nous venons de parler sur la violence basée sur la violence sexuelle. Nous, vu les exemples donnés tantôt, on nous dit qu'un enfant, soit une petite fille inférieure à 18 ans, si un homme l'apprend, un homme qu'il soit, de quel âge je ne sais pas, si un homme l'apprend, et c'est considéré comme une violence. Même si l'enfant est d'accord, c'est pris comme une violence. Mais ce bébé-là, qui parle en son nom, ce bébé qu'on décide d'avorter, parce que le bébé n'a pas demandé de venir au monde. Et le bébé n'est pas venu de lui-même. Il n'a pas parachuté. Ce bébé-là est venu parce qu'il y a eu acte de union sexuelle entre deux personnes.
et qui va défendre la cause de cet enfant-là. Bon, qu'est-ce que nous allons apporter en sortant d'ici à la communauté si nous devons sensibiliser? Parce que tantôt, quand nous parlons de planification familiale, nous parlons d'utilisation de préservatifs, de protection pour éviter les grossesses indésirables. On dit qu'on est en train de combattre la nature. Mais nous ne voulons pas nous protéger, nous voulons faire des rapports sexuels et qui a comme diplôme à la fin une grossesse qui va aboutir à un enfant. Mais là, nous décidons d'avorter cet enfant-là parce qu'on doit garder notre ligne de femme, parce que c'est notre corps, nous devons décider. Nous avons compris la question, madame. Je pense que le... Merci beaucoup, cher professeur, pour votre exposé. J'aimerais poser la question par rapport aux éléments qui nous ont poussés à signer l'accord et par après commencer à résister. Qu'est-ce qui nous a vraiment motivé à signer cet accord? Merci. Alors, en fait, vous nous avez montré clairement que le protocole de Maputo est en entorse avec le code pénal. En fait, les problèmes de l'article 14, que vous avez évoqué, au point C, parmi les éléments des jurisprudences qui autorisent ou qui élargissent l'avortement, il y a ce fameux problème de santé mentale. Parce qu'on dit la femme qui a des situations de viol, d'inceste ou tout problème de santé mentale, le médecin est censé offrir les services d'avortement, c'est quand on a le protocole. Alors, je ne sais pas, les problèmes de santé mentale, ça veut dire quoi? Est-ce une femme qui complète une grossesse et stressée doit être considérée comme a-t-elle un problème de santé mentale? Est-ce une femme qui prend la décision personnelle d'avorter, mais la communauté révise et qu'elle est perturbée sur le plan mental, elle est considérée comme un problème de santé mentale? Et aussi, remarquez, vous nous avez montré que le code pénal interdit l'avortement en dehors de ce qui est thérapeutique. Mais le code pénal dit aussi que c'est lui, par l'occasion de qui la femme arrive à avorter, est aussi condamnable. Mais le protocole de Maputo nous a montré que si moi, médecin, je reçois une femme qui me demande l'avortement, si je refuse par mes convictions morales et autres, comme je le dis, de lui offrir les services d'avortement, je dois au moins l'envoyer à qui de droit, à un endroit spécifique pour se faire avorter. Ce qui montre encore que je contredis le code pénal, parce que le code pénal dit par l'occasion de qui. Donc, dans tous les cas, on comprend qu'il y a beaucoup de contradictions. Alors, de façon simple, ma question c'est de savoir, est-ce que vous reprochez ce qui était à la base des ratifications en 2008 de ces protocoles? Est-ce que vous voulez reprocher quelque chose? Que la RDC perd en refusant l'application des protocoles de Maputo, et qu'est-ce que manque aux juristes congolais de pouvoir améliorer les bonnes applications des lois déjà existantes en RDC? Et la dernière question, est-ce que vous avez parlé des mots de idéalisme et dualiste? Pourquoi demeurer dans cette complexité? Parce que c'est dans l'international, voilà, ça nous arrive, on doit appliquer. Est-ce qu'on a un plein pouvoir de vouloir refuser, comme il se doit, une loi qui est internationale dans notre pays? Parce que chez nous, nous ne le voulons pas. Est-ce qu'on peut le faire? Est-ce que cela est l'application déjà dans votre régime? Merci. Merci. Vous en faites pas dans la démarche d'observation, dans la démarche de notre produit de droit. On se la pose. On se la pose. Et ce sont des questions qui restent ouvertes parce que la réponse ne peut se faire, ne peut être claire que s'il y a une adhésion à une façon de faire donnée. Je m'explique. Je vais expliquer à travers mes réponses. Docteur Echi, c'est ça, Echi? Vous dites qu'un gars en grosse, et voilà, et il suffit, et maintenant on vient attraper, on veut arriver sur la fille, c'est ça? Mais le code dit que l'auteur,
l'auteur qui devient complice, qui doit participer à cet avortement, qui fait avorter la fille, doit être poursuivi aussi. Je crois qu'on l'a dit, le code pénal le prévoit. Je dois le faire. Mais maintenant, quand vous dites que la fille, dans votre exemple, la fille a accepté la grossesse, c'est ça? Non. D'accord, je comprends. Le garçon l'a posé à avorter et elle a avorté, c'est ça? Mais elle a enfreint la loi. Et le garçon doit être poursuivi aussi. C'est pas parce qu'elle est une fille et que c'est elle qui va commettre l'infraction d'avortement que lui est exempté. Ah non. Il y a à ce moment-là une complicité. Ils sont complices. On doit le poursuivre aussi. Mais malheureusement, nous sommes, j'aime pas dire, nous sommes dans une société, on va dire, très fortement masculine. C'est moi qui dis ici. Donc si je te pousse à l'avortement, moi j'ai rien à voir dedans. Le plus important c'est que tu avortes. Et si ça se passe bien, je m'occupe de toi et après. Non, il est aussi responsable. Parce que pour faire un bébé, il faut être deux. Et cette application de deux personnes a des conséquences. Donc tu ne peux pas à un moment donné fuir. C'est comme quand tu embrasses ta fille à couche à qui tu as sauté au milieu. Au Congo, nous créons la torche. Le papa m'a demandé ça. Oh non, le Congo, on a ça dans le problème. Voilà. Vous comprenez là? Le monsieur doit être poursuivi aussi. Tout faire en tout cas. Et ça, il y a les services judiciaires qui peuvent faire ça. Il ne faut pas le laisser s'en sortir. Ce sont des formes de masculinité toxique dont j'ai parlé. Ce sont des formes de masculinité toxique qu'il faut refuser. Si on a fait des affaires ensemble, c'est ce sens. Il est pénalement poursuivable. Des actes d'égoïsme égoïstiques, comme on dit en droit. Pourquoi? Parce que quand vous décidez de faire ce bébé, c'est une grossesse. Parce que quand on est en relation sexuelle, c'est pas pour le plaisir, parfois c'est pour le bébé. Et le bébé arrive. Maintenant, vous n'en voulez pas. Ok, c'est votre choix. Mais cet enfant qui est dans le ventre, il ne peut pas parler. Vous décidez égoïstiquement de l'enlever. Ou de le garder même, mais vous l'enlevez. Donc, comment voulez-vous que je vous réponde à qui parle le bébé à ce moment-là? Parce que les êtres qui sont matures et intelligents décident de l'interrompre. Ce pauvre bébé. Je crois que ça m'appelle certains films qu'on a vus à l'époque, quand je faisais toujours voilà. Vous avez compris. On ne peut pas en même temps demander de peupler dans votre âme et planifier. Voilà une dichotomie. Donc le gars faisait l'anthropologie juridique sans le savoir. Et il a compris. On ne peut pas en même temps demander de peupler et en même temps de planifier. Alors ça va remporter la question de l'autre. Alors finalement, pourquoi? Parce qu'on va ratifier. Mais on a ratifié parce que on est comme obligé d'appartenir au concert des nations. On est obligé d'appartenir aux droits sociaux, aux droits économiques, sociaux, que conjurer. La phrase que j'ai sortie, elle va demander de cacher la paix. Et ça va conjurer. Non, ça va. Et j'ai quand même inconsciemment attendu que la grossesse sorte pour pouvoir que je suis enceinte. Et à mon mari, qui est encore plus heureux que moi, il y a ça qui est partout. Partout. Et quand j'étais au travail, il a été facile. Voilà. Et à titre symbolique, Amakoyo, s'il vous plaît. Amakoyo, j'ai l'impression qu'il n'est pas là.
Prenez une photo. Voilà. Bunga. Docteur Bunga. Docteur Bunga. Docteur Bunga. Oui. On va faire rapidement. Venez prendre la photo s'il vous plaît. Voilà. En attendant Lolo, docteur Lolo Moudouari. Elle arrive sous vos applaudissements s'il vous plaît. Docteur Moulé Mikado. Docteur Moulé. Docteur Tuta. Docteur Tuta. Enfin, voilà. Le tout dernier là. Voilà. Voilà. C'est un titre symbolique pour la vie. Trois personnes de l'autre côté. Merci beaucoup. Je crois que c'est une année qu'on a commencé à frapper le repos et aujourd'hui le 3 septembre. Raison pour laquelle nous avons pas été en premier, mais nous avons quelque chose de spécial, très spécial, auquel nous avons condamné. Ça, c'est symbolique de notre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur. Dernièrement, merci beaucoup. Merci pour cet honneur. Et ma modeste personne a dit oui. Et juste pour dire que Cortex Santé est un peu formidable, j'ai appris à connaître. Et je vais vous dire que si vous insistez et priez et jeûnez encore, je serai peut-être pas là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur, pour votre présence. Sans votre avis, je suis content. Non, c'est pas peut-être, c'est sûrement pour faire connaître au public qu'il y a une convention qu'on appelle la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, qui a un corollaire dans un protocole qui s'appelle le protocole de Maputo, qui a été signé, ratifié par la RDC en 2008, spécifiquement pour les droits des femmes. Et je pense que le droit des femmes est un droit qui ne se tarit pas. Tous les jours, on doit toujours en parler. Et sur un point spécifique, pour le thème du jour, c'était l'avortement. Pour ma part, je devais donc essayer de voir comment est-ce qu'on peut mettre en parallèle le protocole de Maputo et la loi de la RDC sur l'avortement. C'était très très instructif et je crois qu'il faut multiplier ce genre d'assises pour une meilleure, on va dire, propagation de la connaissance. Je pense que ça. Vous avez apprécié dans cette activité? Mais le côté scientifique déjà, parce qu'il faut être bien rodé, il faut être solide. Il y a beaucoup de médecins, mais je vois que ça devient un carrefour interdisciplinaire. C'était pas focalisé que sur les médecins avec leurs termes bien compliqués. Heureusement qu'ils ont pris la rescousse d'inviter une juriste qui a pu aussi faire entrevoir la loi sur l'avortement d'une manière, on va dire, juridique. Est-ce que l'ASBL peut compter sur vous dans les prochaines activités? S'il prie fort et jeûne fort. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonjour, je m'appelle Doriana Chibobochi Manga. J'étudie à l'université protestante au Congo, en faculté de médecine. Je suis venue pour l'urgence obstétricale parce qu'il faut toujours se renchérir dans la vie, apprendre, comprendre, être à l'affût de tout ce qui se passe. Écoutez, moi j'ai retenu beaucoup de choses, mais en vrai tout ce que j'ai pu retenir, en bref,
c'est ce qui a à voir avec les, comment on peut dire, les hémorragies de 2e et 3e trimestre, comment c'est important, comment il faut vraiment bien suivre ça pour éviter la mort chez certaines femmes. Bah écoutez, moi je suis contente parce que j'ai vraiment déjà beaucoup appris. C'est vrai que c'est que du papier, mais c'est vraiment très important par contre, même à l'avenir et tout ça, vous savez que vous avez participé à quelque chose. Ok, merci beaucoup. Je dirais bonjour. Je suis Madame Véronique Sombo, étudiante en master sage-femme ISTEM Kinshasa, en même temps animatrice communautaire à la zone de santé de Mongafula. Qu'est-ce que vous avez retenu par rapport à cette activité? Ce que j'ai retenu, c'est que d'abord j'ai apprécié cette activité de renforcement des capacités parce que la formation est continue. On continue à se perfectionner davantage et on a eu des thèmes et des sujets très pertinents qui vont continuer à nous servir. Et un mot par rapport à toutes ces femmes qui n'ont pas eu le temps de venir assister à ces activités? Qu'ils doivent, en tout cas si c'est nécessaire, qu'ils doivent, à toutes ces femmes, qu'elles doivent faire tout pour assister à de telles initiatives. C'est vraiment très bénéfique. C'est très bénéfique. Merci madame. Une grande activité. Quel est l'objectif principal de cette activité? L'objectif principal de cette activité est de pouvoir accélérer les processus d'intégration, des recommandations des différentes sociétés savantes sur la prise en charge des différentes maladies liées aux urgences obstétricales et avortement. Parce qu'entendre par urgence, c'est une situation médicale qui nécessite une action médicale le plus prompte que possible. Alors aujourd'hui, les médecins et autres participants ont été sensibilisés, ont été saisis des différentes recommandations liées à la prise en charge à ces problèmes de santé. Quels sont les mécanismes que vous avez eu pour éviter ces débats? Comment? Le mécanisme. Le mécanisme qui nous ont permis d'organiser cette activité. Bon, par mécanisme, c'est une activité qui s'inscrit d'abord dans le programme ou dans la logique de la SVEL Cortex Santé. Cortex Santé, c'est une organisation qui a une vision, une mission et qui a des objectifs à atteindre. Alors ces programmes s'inscrivaient dans la logique ou dans les cadres de nos différentes activités, notamment sensibilisation des professionnels de la santé sur les différents problèmes des prises en charge ou soit sur les différentes maladies qui nécessitent une amélioration des prises en charge. Donc les mécanismes qui nous ont permis d'organiser cette activité, c'est que nous sommes passés par la sensibilisation d'abord des professionnels de la santé et en plus nous avons fait recours aux éminents, aux sommités des scientifiques de notre pays pour pouvoir nous entretenir sur les sujets du jour. Est-ce que vous êtes accompagné par le gouvernement par rapport à ce sujet? Vraiment jusqu'à-là, on n'a aucun accompagnement du gouvernement. Sur ces sujets-là, je préfère bien me taire parce que nous sommes là pour la République. Cortex Santé, ça, ce n'est pas une première activité, c'est une énième activité. D'ailleurs, les précédentes, on a eu à solliciter l'intervention du gouvernement par les truchements du ministère de la Santé, tentative qui malheureusement n'a à aucune fois abouti à une réponse favorable. Voilà. C'est une structure qui a des visions et des objectifs à atteindre. Donc cette activité est organisée dans le sens d'aider aux praticiens d'améliorer du point de vue technique dans des hôpitaux. Et puis nous avons parlé aussi du protocole de Maputo, qui est un très grand protocole auquel notre gouvernement devrait tenir compte de cela. Donc voilà, c'est un peu ça. Merci.